Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. La première réponse que j'ai par rapport à cela, c'est que la France-Afrique existera tant qu'on parlera déjà le français. Dès qu'on parle de francophonie, la France-Afrique existe. Dans la mesure où quand on adopte la langue d'un peuple, on adopte ses cultures. Et nous, ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est que justement, on a adopté tellement, en tout cas les pays francophones, le Sénégal, on a tellement adopté la culture française que voilà, on se complaît à dire que nous donnions des goûts tout bas. On se complaît à dire que notre président de la République, le premier président de la République du Sénégal, était diplômé à l'Académie française. On se complaît dans ça. Mais ça va au-delà de ça, ça va au-delà de juste se complaire à se dire on parle bien français, on est civilisé, entre guillemets. On prend notre économie, en fait. Les échanges qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique, en tout cas tout ce qui est échange économique, prouvent encore une fois que les intérêts des Français sont très bien défendus en Europe, en Afrique. La preuve, c'est qu'il s'est passé tous les accords de partenariat qu'il y a entre l'Afrique et la France, entre le Sénégal notamment avec les derniers accords qui sont signés entre Macky Sall et Hollande. Mais au-delà de ça, il y a d'autres, les sociétés françaises sont représentées au Sénégal, mais très bien, c'est-à-dire c'est du colonialisme économique. Tant que nous, Africains, on ne change pas nos matières premières, tant que nous, on ne vend pas de la matière première, on ne transforme pas nos matières premières, tant qu'on continue à vendre notre matière première, c'est la même chose qui va se passer. Il faut qu'on arrive à un stade où, au lieu de vendre de la matière première, on va vendre des produits transformés. Et donc, tant que nous, on n'a pas la technologie pour justement exploiter et transformer nos propres matières premières et les vendre à l'extérieur, on sera toujours des demandeurs, on aura toujours les richesses, mais on n'aura pas les moyens de les exploiter. C'est ce qui s'est passé avec le pétrole. Il y a des gens qui se plaignent que Total revient en Afrique, revient au Sénégal pour exploiter le pétrole sénégalais. Ok, mais le problème qu'il y a, c'est que est-ce que les technologies sénégalaises sont assez poussées, assez développées pour justement exploiter ce pétrole? C'est ça la question. Ok, si on ne le fait pas avec la France, on va le faire avec qui? On va le faire avec les pays arabes, on va le faire avec les États-Unis. Quels que soient les pays qui viendront exploiter nos richesses, c'est la même problématique qui va se poser. Donc pour moi, la France-Afrique, elle a de bons jours, elle a de très beaux jours devant elle. Le franc CFA, pour moi, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire dans la mesure où ce qui se passe actuellement de nos jours, c'est que les pays africains, les pays de la CEDEAO en tout cas, doivent, depuis très longtemps, ils auraient dû s'unir justement pour essayer l'union monétaire, l'UEMOA devrait créer une monnaie unique. On parle depuis très longtemps de créer une monnaie africaine unique. Mais il y a des réalités du marché qui sont différentes. Aujourd'hui, par exemple, il y a des pays comme par exemple le Nigeria. Il y a des pays comme par exemple des pays qui ont une économie qui est très forte. Ces pays-là n'ont pas intérêt justement à entrer dans la zone franc. Ces pays-là parce que c'est des monnaies qui existent, c'est des monnaies qui sont autonomes depuis très longtemps. Maintenant, si par exemple l'Afrique décidait de créer une monnaie unique qui allait se détacher du franc français, en fait, il y a des tares historiques qu'on est en train de tirer. Comme par exemple le fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas certains pays africains, continuent à payer à la France la dette de la colonisation. C'est lié à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose c'est lié à nos gènes même, à nos gènes en tant que pays libre, entre guillemets. Aujourd'hui, si on est indépendant depuis 1960, sur le papier, on est indépendant depuis 1960. Mais on sait très bien que la plupart des décisions politiques qui sont prises chez nous demandent l'approbation de l'Occident, l'approbation notamment de la France pour certains pays. Et c'est la même chose, économiquement parlant, on est encore liés, on a main et poing liés, on s'est donné en sacrifice à la France. Et tant que cette dette-là il faut qu'on nie cette dette. On n'a pas de dette envers l'Occident, on n'a pas de dette. La colonisation, c'est un mal pour l'Afrique, même s'il y a des aspects certes positifs, mais au final, comment ça se fait que 50 ans plus tard, plus d'un demi-siècle après la fin de la colonisation, après notre indépendance, on continue à payer. Quand on te dit par exemple que Haïti, depuis 1700, je ne sais pas combien, paye toujours à l'ancienne colonie.
Donc ce sont des choses que nous, par exemple, c'est des tares que nous, nos parents, on continue, nos parents payaient, nous on payera, nos petits-fils vont payer. Donc il va falloir à un certain moment qu'on puisse s'affranchir justement de cette dépendance qu'on a vis-à-vis de l'Europe. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises que dès qu'un président essaie de s'entêter à rester au pouvoir, voilà, le peuple est plus fort que lui. Donc c'est ce qui est arrivé avec notamment Gbagbo, même si c'est vrai qu'il y a eu une intervention occidentale française. On a vu le cas de Kadhafi, même si c'est vrai qu'il y a eu une intervention occidentale. Mais je pense que grosso modo, il faut que les présidents apprennent à respecter la volonté du peuple, sans pour autant attendre que des observateurs internationaux viennent s'interposer ou interférer dans les affaires du pays. Le plus important pour moi, c'est que il faut que le jeu démocratique soit respecté. On a vu ce qui s'est passé notamment au Gabon. Bon, il y en a qui disent que Ali Bongo il a gagné les élections. Il y en a qui disent que non, que le décompte n'était pas correct. Sassou Nguesso, bon, lui c'est un dinosaure du pouvoir. On a vu ce qui s'est passé actuellement avec Faure Gnassingbé au Togo. On a vu également avec Kabila Junior. Qui décide de ne pas quitter le pouvoir. En fait, je pense que l'histoire, justement, l'histoire est là pour démontrer que chaque fois qu'il y a un bras de fer entre le peuple et un dirigeant, c'est chaque fois le dirigeant qui perd. Parce qu'on ne peut pas tuer tout un peuple, on ne peut pas tuer toute une population. Mais un peuple uni, comme un seul homme, peut faire tomber un pouvoir. Ce qui est certain, c'est que à la suite des élections, je pense que le peuple gambien, les Gambiens ont compris qu'ils avaient le pouvoir de faire changer les choses. Et avant les élections, peut-être qu'il y en a qui doutaient encore, mais je pense que ces élections, c'était un test pour montrer à Yaya déjà qu'il n'a pas le pouvoir absolu et que le peuple a le pouvoir absolu. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai vu que depuis lors, effectivement, il y a énormément de mouvements, il y a une certaine révolte qu'il y a. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a une révolte. La plupart des réseaux sociaux, on voit des hashtags Gambia Decide, Yaya Must Go, etc. Je vois que de plus en plus de Gambiens ont décidé, en tout cas, de parler haut et fort, de donner de la voix pour faire évoluer les choses. Ok, j'avais fait un morceau avec Chat, avec Ombre Zayen, avec Jili Baghdad, qui s'appelait No to Impunity. Et ce morceau-là, on l'a sorti. Et quelques temps après, j'ai ressorti un autre single qui s'appelle Nothing New on the Gambia Sky. Et dans le morceau, justement, dans Nothing New on the Gambia Sky, ce que je disais, c'est personne que le peuple, nul autre que le peuple même, ne peut s'affranchir en fait des chaînes de l'oppression. Donc eux, le Gambien lui-même, il est le gars qui est le seul responsable de sa liberté. Parce que personne en dehors de la Gambie ne peut venir libérer la Gambie. Ce qui s'est passé justement avec le fait que Yaya Jammeh puisse, à la limite, j'avais fait une interview justement, c'était sur Seneweb, où je disais en fait que j'étais surpris que Yaya ait accepté aussi facilement sa défaite. Et j'étais même content pour ça, parce que justement ça prouvait que sous sa tenue de dictateur, il y avait un peu de démocrate. Mais en fait, je m'étais trompé parce que c'est juste la veille ou le lendemain de la publication de cette interview qu'il y a eu justement ce revirement de la situation. Et ça m'étonne qu'à moitié. Parce que justement, quelqu'un qui a connu 22 ans de pouvoir, quelqu'un qui a mis en place un système, un régime, quelqu'un qui a enrichi des milliers de personnes, cette personne ne peut pas du jour au lendemain se dire « écoute, je laisse le pouvoir ». Non, cette personne n'a connu que le pouvoir pendant 22 ans. Donc cette personne-là, pour s'en aller, c'est soit par la force, parce que cette personne Yaya n'a jamais eu la culture de la démocratie, soit c'est par la force, et c'est ce qui est en train de se passer, ou bien que le peuple gambien, c'est-à-dire quand je dis par la force, c'est-à-dire une intervention extérieure d'une coalition de la CEDEAO par exemple, ou bien des forces de Nations Unies, ou bien que le peuple gambien lui-même aille au palais et qu'il dise à Yaya, il est temps pour toi de sortir. Et que ce peuple gambien-là soit prêt justement à faire couler le sang. Parce que je pense que cette révolution-là mérite... C'est pas une révolution facile, c'est pas quelque chose qui va être facile à gérer. Parce que c'est lui qui tient encore les rênes du pouvoir, c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a la presse. Mais il y a un éveil citoyen qui est en train de naître. Et cet éveil citoyen, c'est justement de plus en plus de Gambiens qui ne veulent plus que Yaya reste au pouvoir. Maître El Hadji Diouf, qui ça, l'avocat du diable?
Moi, ça ne m'étonne pas de mettre El Hadj Diouf. C'est l'avocat des causes perdues. Ça ne m'étonne vraiment pas. Maintenant, il l'a dit, quand on écoute, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il y a une partie qui est peut-être discutable, il y a une partie qui est vraie, qu'il faudrait qu'on essaie de réécouter, parce qu'il a peut-être dit, détient des dossiers qu'on ne sait pas, mais je pense qu'il s'est signalé pour que justement, si demain Yaya Jammeh a des problèmes avec la justice et qu'il doit être jugé, M. El Hadj Diouf est en pole position pour être le candidat ou bien pour être l'avocat qui va le défendre. Donc c'est une tactique de politicien, à mon avis. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.